Nous, la demande, c'est quand même une PAC au service de l'alimentation. Comment on arrive à primer les gens qui font une alimentation de qualité, comment on arrive à primer les gens qui créent de l'emploi et les gens qui aménagent l'espace tout en entretenant l'environnement. C'est autour de ces défis-là qu'il nous semble qu'on aura une légitimité dans les politiques agricoles. Aujourd'hui, le contribuable européen, il ne veut plus payer pour aller engraisser des gens qui ont déjà des quotas de primes énormes, des céréaliers. Il n'y a pas de plafonnement sur la PAC, c'est-à-dire plus on a d'hectares, plus on touche. Pour les vaches allaitantes, il y a un plafonnement à 140 vaches. Donc plus on a de vaches, plus on touche aussi. Et c'est cette logique-là aussi qu'on dénonce, de dire le budget doit être utilisé avec parcimonie. Et la finalité, si c'est l'alimentation, il faut aller le mettre prioritairement sur l'alimentation de qualité. On sait très bien qu'on ne peut pas faire une alimentation de qualité si on n'a pas des paysans et des paysannes nombreuses. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi accentuer les efforts des primes sur les premiers hectares. La moyenne des fermes en France est 52 hectares. Stéphane Le Foll avait offert la possibilité, grâce à l'Europe, d'avoir une prime supplémentaire sur les 52 premiers hectares, donc sur ceux qui sont dans la moyenne des plus petites fermes. On pouvait avoir jusqu'à 100 € l'hectare, c'était prévu, Hollande l'avait annoncé. On est bloqué à 50 € l'hectare, parce qu'effectivement, pour donner aux petites fermes, ou aux fermes moyennes, il faut reprendre aux plus grosses, et ça, effectivement, il y a eu un veto quelque part. Alors justement, la question de l'alimentation, la question qui se pose forcément, c'est comment est-ce qu'on va nourrir 9 milliards de personnes à horizon 2050 avec une alimentation de qualité. Alors là, il y a un vrai enjeu. Comment on va nourrir plus de monde sans avoir un impact irrémédiable sur la planète. Et comment on va nourrir aussi des gens en quantité, en qualité suffisante, de façon équitable un peu partout. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce qui se dessine, c'est que l'agriculture qui est sur des segments non concurrentiels, l'agriculture de niche en gros, l'agriculture biologique, l'agriculture de circuit court. J'aime pas trop le terme de niche parce que c'est quand même des marchés qui deviennent conséquents. Mais on voit bien que cette agriculture-là, elle est plutôt destinée à des populations aisées, ou qui ont les possibilités de faire des choix alimentaires. L'alimentation de type industriel, elle sert aussi, parce qu'ils n'ont pas d'autres choix budgétaires, les gens qui ont des petits revenus. Donc est-ce qu'on doit se satisfaire de cette agriculture à deux vitesses qui nourrit une population également à deux vitesses? Est-ce qu'en gros il y a une agriculture, une petite agriculture qui fait de la qualité pour les riches et une grande agriculture industrielle qui va aller faire du standard pour les pauvres? Nous, il nous semble que non. Et il nous semble que l'argent de la PAC justement doit venir en compensation de ça. On doit alimenter via les primes le revenu des producteurs en agriculture de qualité pour avoir un produit final qui soit au même prix en fait que le produit standard. Donc que chacun puisse arbitrairement avoir un choix logique entre la qualité ou non, mais pas en fonction du budget, que ce soit un choix alimentaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Finalement, les industriels qui serrent aussi un peu la vis aux agriculteurs, ce sont les mêmes qui serrent la vis à leurs travailleurs. Est-ce que vous êtes en lien avec les syndicats? Est-ce que c'est aussi un combat que vous menez avec eux sur défendre les revenus des agriculteurs et défendre les revenus des travailleurs? Ouais, nous on voit bien en fait qu'il y a autour de l'agroalimentaire qui est en train de... Il y a la grande distribution, mais concentrons-nous déjà sur l'agroalimentaire. On voit bien qu'il y a un business énorme qui se fait. Il y a des fortunes monstrueuses qui se sont faites là dans l'agroalimentaire de première ou deuxième transformation, sur le dos des paysans, parce qu'on a baissé volontairement et régulièrement le prix des produits agricoles, sur le dos des consommateurs, parce qu'en parallèle, au bout de la chaîne, on a augmenté. Les négociations commerciales qui se déroulent pour le moment, c'est de savoir combien on va répercuter aux consommateurs le produit final, alors qu'on a déjà amassé plein d'argent. Et puis effectivement, la troisième variable d'ajustement, c'est de fait le salarié de l'entreprise, où on voit bien que si les gens n'ont pas la possibilité de s'offrir une alimentation de qualité, c'est bien qu'il y a des gens qui ne les payent pas assez. Donc ça veut bien dire que tout est lié et que les trois composantes, producteurs, salariés et consommateurs, qui souvent font... on est tous consommateurs, qu'on soit paysans ou salariés. C'est vraiment un combat commun, quoi. C'est vraiment d'aller vers attaquer quelque part cette non-redistribution des richesses de la part des grands groupes économiques qui sont aussi devenus des grands groupes financiers. Et en termes de santé aussi, une question sanitaire, on voit que tous les ans, quand c'est pas la crise un problème de lait, il y a aussi le problème du porc ou de la viande, etc. Est-ce que c'est pareil, c'est lié, c'est un autre combat? Il y a des crises sanitaires qui arrivent régulièrement. On sait que, notamment par exemple la grippe aviaire, que l'organisation de la production telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une production extrêmement concentrée, extrêmement, par exemple tout le foie gras se fait dans le sud-ouest, à peu de choses près, tout le porc se fait dans le grand ouest, avec des rythmes de production et des méthodes de production qui se sont industrialisées, on voit bien que la propagation des virus, elle se fait à vitesse grand V. À la manif, tout à l'heure, il a été évoqué le procès des 6 démonteurs de l'usine des 1000 vaches.
L'usine des 1000 vaches, c'est une usine avec des vaches, machines-outils et des salariés surexploités pour pouvoir faire de l'alimentation pas chère. De la même façon, cette usine des 1000 vaches, elle va utiliser tous les ressorts industriels, c'est-à-dire produire. Et le moindre souci qu'il va y avoir dedans, le moindre souci sanitaire, il va se proposer à vitesse grand V. Donc ça veut bien dire que c'est l'ultra-spécialisation, l'industrialisation de l'agriculture qui sont les vecteurs des problèmes sanitaires qu'on retrouve de façon assez récurrente. Dernière question, du coup, si vous aviez 2 voire 3 choses à demander au gouvernement, réforme rêvée, l'idéal, ce serait quoi? Alors nous, il nous semble, si on a un rêve à faire accomplir, ça fait bizarre de dire ça quand même, si on a un rêve à faire accomplir à Emmanuel Macron et à Stéphane Travert, c'est vraiment de faire une politique alimentaire au service du plus grand nombre. Si on change la politique alimentaire, si on rend l'alimentation de qualité accessible à tous, on va changer la vie des gens, on va changer la redistribution des richesses au sein de l'agroalimentaire, entre salariés et agroalimentaires, entre paysans et industriels agroalimentaires, et on va changer la face de l'agriculture. Il y aura forcément plus de paysans et de paysannes, et on sera forcément sur des modes de production plus respectueux de l'environnement. Donc nous, on revendique au niveau européen, pour la PAC qui arrive en 2020, on l'appelle la PAC avec 2 A, politique, agricole et alimentaire commune, parce qu'il nous semble qu'il ne peut pas y avoir de politique plus importante qu'une politique alimentaire. On entendait hier le président de la République mettre en opposition le statut des cheminots et la situation des agriculteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben oui, effectivement, il a comparé le statut des cheminots et le statut des agriculteurs. Après, c'est bizarre ce qu'il a dit, parce qu'en fait, effectivement, dans les 2 statuts, il y en a un qui n'est pas convenable, c'est le nôtre. C'est celui des paysans qui n'ont pas assez droit aux loisirs, qui n'ont pas assez droit au congé, qui n'ont pas assez droit à un salaire, à un revenu. On n'a pas de droit au revenu légitimisé par la loi. On a des problèmes de revenus, on a des problèmes de reconnaissance, on a des problèmes de temps de travail. Donc nous, on soutient les mouvements qui vont démarrer pour des gens qui veulent garder la structure sociale dans laquelle ils évoluent. Il y a trop de richesses dans ce pays, on le sait déjà, quoi. Donc on ne va pas aller prendre à ceux qui n'en ont déjà pas beaucoup pour aller en faire quoi? Aller empiler encore sur du capital. Donc nous, on est d'accord avec les combats qui sont menés. On aimerait bien que Emmanuel Macron s'inspire de ce qu'il a dit hier pour relever le niveau de vie des paysannes et des paysans et pour lui faire atteindre un niveau de vie semblable au reste de la société, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de baisser celui des cheminots pour la baisser à votre niveau, de faire monter le vôtre à celui des cheminots? Celui des cheminots ou d'autres, qu'à niveau d'études égal, à temps de travail égal, on a un salaire qui corresponde. C'est ça qui est important. Mais en fait, dans une politique libérale et dans un esprit libéral, c'est toujours l'alignement sur le moins de 10 ans. Et il se trouve que nous, alors c'est pas notre faute, on va s'excuser, mais c'est un peu nous les moins 10 ans au niveau social et au niveau salaire aujourd'hui. Il ne faut pas aligner les autres sur nous, surtout pas, il faut juste nous remonter nous au niveau des autres.